Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui en ce 24 juillet, on est le 16 février, 48 heures après notre 8e de finale de Ligue des Champions. Quand je me suis levé ce matin, il y avait tellement d'infos mercato que je me suis cru en période des transferts. Donc vous m'excuserez, après le match de demain contre Nantes, on va avoir 8 jours complets pour parler de tous les noms qui ont fuité dans la presse depuis hier soir. Je sais pas si ça en vaut vraiment la peine, mais on le fera la semaine prochaine. Pour aujourd'hui, on va continuer notre débrief détaillé du match face à la Real Sociedad mercredi, avec le milieu de terrain, où il y a beaucoup de choses à dire, et l'attaque, en plus du coaching de Luis Enrique, sur lequel il me paraît intéressant de s'arrêter. Mais commençons par le choix initial de Luis Enrique de mettre Fabian Ruiz en sentinelle et Vitinha en relayeur gauche, comme sur le match face à Brest la semaine dernière, alors que ça n'avait déjà pas marché. À la mi-temps, cette semaine, il a donc inversé les positions. Ça a été un des tournants du match, on va pas se mentir. Ajustement très bienvenu. Mais c'est logique. C'est logique dans le sens où Fabian Ruiz, déjà, en tant que relayeur, était meilleur qu'en sentinelle ces dernières semaines sur ses performances individuelles. Et bien sûr, tactiquement, il est beaucoup moins responsabilisé. Il est dans un rôle où il est plus proche de ses partenaires, plus à l'aise aussi pour faire parler son volume de jeu et moins des qualités d'explosivité qu'il n'a pas, parce que c'est un joueur nonchalant. Moi, je ne comprends pas pourquoi il a continué, Luis Enrique, avec cette animation qui n'avait pas marché la semaine dernière face à Brest, qui était une équipe quand même sûrement la plus proche en France de la Real Sociedad, dans le sens où il y avait un pressing, déjà, et aussi des ballons longs pour jouer les seconds ballons. Peut-être que Brest le faisait limite mieux que la Real Sociedad donc, à ce moment. Et ça n'avait déjà pas marché Ruiz-Vitinha dans l'animation. Là, il l'a reconduite mercredi. Donc un point un peu mitigé pour Luis Enrique. Pourquoi ? Parce que Ruiz, en tant que relayeur, à chaque fois, il va s'orienter instinctivement sur son pied gauche, parce que c'est un gaucher quasi exclusif, et lancer donc sur le côté, comme il l'a fait sur le but de Barcola mercredi, mais aussi sur le but d'Asensio à Strasbourg il y a 15 jours, rappelez-vous, il est à l'origine, il lance très bien d'un extérieur du pied Mbappé, il est déjà positionné en relayeur gauche, à ce moment. Donc, le mettre en sentinelle, ça a peu de sens sur cette question du gaucher exclusif, parce que tu veux relancer sur le côté droit, enfin le circuit Marquinhos, Hakimi, Dembélé, mais tu mets une sentinelle qui est gaucher, qui en plus est lent dans ses orientations du corps, et qui à chaque fois va les faire, ces orientations, vers la gauche plutôt que la droite. Donc vraiment, j'ai pas vraiment compris tout ça. Bien sûr, Vitinha en seconde t'apporte beaucoup plus. Il est plus tonique que Fabian Ruiz. C'est mieux connecté aux joueurs sur le côté droit parce qu'il est droitier. Notons que pour les deux, il y a un tout début de match, 10 minutes, qui sont plutôt bonnes. Les 10 premières minutes sont plutôt bonnes et ensuite, ça se délite complètement. C'est assez marrant de voir ce début de match où tout aurait pu basculer, parce que globalement, l'équipe, à part Barcola qui fait une louche bizarre sur la première occasion, la première seconde, Marquinhos qui loupe un peu un duel à un moment donné, les autres sont plutôt en place sur les 8-10 premières minutes. On a une occasion de marquer, d'ouvrir le score avec Mbappé. Ça aurait changé beaucoup de choses peut-être sur le match, puisque derrière, tu te délites complètement. Nos milieux de terrain sont bien rentrés dans l'âge pour ensuite en sortir très rapidement et sur la durée. Voilà. Je note aussi pour Ruiz que quand il est relayeur, son volume de course ressort beaucoup plus. Parce qu'en 6, déjà, le cadre est plus restrictif pour courir. Et surtout, il manque d'explosivité. En 6, tu dois défendre dans des zones qui sont plus comprimées. Et parfois, tu dois défendre sur des joueurs qui sont lancés, qui sont en pleine vitesse. Le problème, c'est que Fabian Ruiz, son goût pour le duel n'est pas très prononcé. Même si ses statistiques sont plutôt pas horribles dans cette dimension-là, c'est vrai qu'il ne va pas non plus au duel tout le temps. C'est pas un joueur de charbon, et donc dans cette position numéro 6, il est quand même très restreint. Par contre, quand il est relayeur, là il court, il avale les kilomètres, et donc ça se ressent beaucoup plus. Il apporte de l'équilibre sur son côté, et puis avec ballon, en 6, ses joueurs sont beaucoup plus loin de lui. Là, en relayeur, évidemment, il a Barcola, typiquement sur le but, donc un attaquant beaucoup plus proche pour faire des passes qui seront bien sûr beaucoup plus véridiques, tranchantes. Parce que quand tu es en 6,
le but c'est trouver des relais sur les côtés et tout ça, tout de suite, ça se ressent beaucoup moins visuellement que quand tu es relayeur, où le but c'est vraiment de trouver tes attaquants, hein. Limite t'es avant-dernière ou dernière passe. Donc Fabian Ruiz, ce rôle l'a beaucoup mieux appréhendé qu'en tant que numéro 6. Alors Vitinha avait joué face à Dortmund et Toulouse en début d'année en 6. C'était des bons matchs pour lui. Mais il faut noter qu'à ce moment-là, Ruiz était blessé. Donc dans l'esprit de Luis Enrique, vraiment, Luis Enrique, c'est là qu'on ressent le côté un peu têtu, enfin tête brûlée, on va pas se mentir, hein, de Luis Enrique. Il a une idée, Ruiz Sentinelle, Vitinha relayeur, et il va continuer. Il va continuer jusqu'à la mi-temps. Là, il a fait le choix plutôt tôt dans le match, à la mi-temps. Et donc hier, Vitinha, le replacement a fait beaucoup de bien à lui, hein, parce qu'il touchait le ballon dans des zones où il était moins pressé. Hein, en tant que relayeur, il devait faire des contrôles dos au but, chose qu'il n'aime pas puisqu'il peine à se retourner. En tant que 6, et encore plus en deuxième mi-temps face à une Real qui avait tout donné dans le pressing en première, t'as beaucoup plus d'espace. Le jeu aussi, moi je pense que Vitinha a besoin d'avoir beaucoup d'espace face à lui en fait. Plus il est haut, moins il va être important. À la limite, dans le dernier tiers, je veux bien mettre en avant sa qualité de frappe, mais sinon, les passes, les dédoublements, les mouvements, c'est vraiment pas ça. Or, quand il est en 6, quand il a le jeu face à lui beaucoup plus, là, il va trouver des angles de passe. Et puis, bien sûr, il est plus petit que Ruiz, et donc il est plus tonique sur les appuis, hein, fréquence d'appui beaucoup plus importante. Et bien sûr, les choix sont faits beaucoup plus rapidement. Voilà. Et je note aussi que sa première mi-temps au duel, c'est quand même très compliqué, Vitinha. Hein, c'est quand même très compliqué. On s'est rendu compte que c'est... on s'est rendu compte, non, parce qu'on le savait déjà. C'est vraiment pas un joueur que t'alignes dans le top 4 européen. Enfin, c'est un fait qui, pour moi, me paraît établi complètement. Ça me paraît quand même très compliqué pour Vitinha de se transformer en top milieu classe mondiale comme ça du jour au lendemain. Mais bon, on m'avait dit qu'avec Neymar et tout ça, il était timoré, que là, il allait être libéré. J'ai pas vraiment vu ça. Même si à l'échelle de sa saison, il y a des matchs quand même qui sont bons, qui sont réussis, hein, et on les met en avant. Mais vraiment, mercredi soir, Vitinha m'a déçu dans ce rôle de relayeur en première mi-temps, son appétence au duel et tout ça. Enfin, les gars, faut se rendre à l'évidence à un moment donné. Hein. C'est un peu ridicule, je trouve. Warren, relayeur droit. Bon, ce match vient ponctuer quand même une dynamique qui, depuis son retour précipité, je pense, de blessure, est quand même pas très bonne. On va pas se mentir. Il peine. Alors, il y a plein de trucs. Hein. La blessure, il en a sûrement revenu beaucoup plus rapidement que prévu. Il a eu le rôle de latéral droit en l'absence d'Hakimi. Ensuite, il faut noter qu'il a été baladé au poste de relayeur gauche, il a changé de côté relayeur gauche, relayeur droit. Donc vraiment, c'est difficile de construire des complémentarités. Mais là, c'est quand même difficile de trouver des choses qui ressortent de son match. Ce que je note, c'est, alors sur les deux contres qu'il a malmenés en première mi-temps, il y en a un où Mbappé reste en retrait et se met carrément derrière Warren. Ça, j'ai pas trop compris le placement d'Mbappé. Donc ça, c'est à la décharge de Warren. Il emmène le ballon devant, mais les attaquants ne le suivent pas, ne courent pas pour attaquer à la profondeur, restent en retrait pour stopper l'action. Bon, c'est un peu bizarre. J'ai trouvé ça un peu chelou. Au milieu, rien de nouveau par rapport à la première partie de saison. Tout ça, on le savait depuis le mois de septembre. Hein, tous ceux qui nous disaient « Mais attendez, laissez la chance au produit, on va voir comment on va s'en sortir ». Quand Luis Enrique nous disait en conf de presse qu'il était très content de son secteur du milieu de terrain, ici on le disait bien évidemment, c'est pas taillé pour le plus haut niveau. Et ça n'a pas manqué. Aucune progression entre la première partie de saison et maintenant. Et on n'en attend pas d'ici au mois de juin, bien évidemment. C'est sûrement le point qui nous rend le plus pessimiste, disons, sur un potentiel gros parcours en Ligue des Champions, qui dépend vachement du tirage, si on se qualifie en quart de finale, bien évidemment, parce qu'au milieu de terrain, il n'y a pas trop de perspectives de progression immédiate. Il va falloir attendre le mercato, recruter de la classe mondiale, parce que pour l'instant, la plupart de nos joueurs ne sont clairement pas des joueurs de ces grands soirs européens, tout simplement, c'est tout. Enfin, Fabian Ruiz Vitinha, Ugarte, j'ai
Ugarte, je l'aime bien, je dois pas vous mentir, mais le problème, c'est que son profil, au plus haut niveau, face aux équipes qui pressent tout terrain, là, c'est une question de profil, hein, c'est pas une question de niveau. Par contre, face à une équipe qui va jouer en contre, qui va te laisser avoir le ballon et que tu vas vouloir asphyxier, peut-être qu'Ugarte pourrait avoir de grosses nuits européennes. Par contre, les autres, ça me paraît intrinsèque, hein, Vitinha, Ruiz, bref. Donc voilà, donc au milieu, rien de nouveau. Par contre, en attaque, il y a eu une évolution. Beaucoup plus de réalisme. Déjà, on met 2 buts sur un temps fort qui a été assez court, hein, finalement, hein, parce que on revient des vestiaires, les 5 premières minutes, la Real nous domine. Ensuite, là, on a notre gros temps fort, mais après, la fin de match est plus équilibrée. Hein. Je ne pense pas qu'elle ait plu à Luis Enrique qui aime le contrôle. Là, c'était un match qui était quand même très très ouvert, comme Luis Enrique les aime pas, tout simplement. Et ceci dit, on réussit à capitaliser sur notre temps fort, hein, 2 buts. Alors l'exemple parfait, c'est Barcola. Barcola qui met un superbe but, alors que le reste de son match, il y a quasiment tout à jeter. Donc ça montre qu'il profite, d'une dynamique actuelle qui lui est très favorable, il est en confiance, et 2, d'une mentalité, bien sûr, une capacité de concentration à l'échelle d'un match, et de confiance en soi qui est vraiment très très bonne. Alors que, contre Newcastle en novembre, il était rentré, il avait loupé toutes les occasions. Hein. Donc ça, évidemment, c'est gage de progression. Je trouve qu'en matière de réalisme, la question ne s'est pas posée. Voilà. Bon, par contre, Mbappé qui ouvre le score et qui nous sort du pétrin, ça, c'est pas nouveau, j'ai envie de dire, hein, puisque déjà au match aller contre Milan en octobre, on se fait un peu souiller sur la première demi-heure et c'est lui qui vient nous sauver avec un super but, même si aussi bien emmené par Warren Zaïre-Emery, le contre, à ce moment-là. Donc voilà. Alors, Ousmane Dembélé, évidemment, est un joueur incroyable. Hein. Le côté droit n'allait pas bien, donc il a décidé de prendre les clés du camion et de repiquer dans l'axe sur son pied gauche. Il a beaucoup plus joué sur ce pied-là. Ça n'a pas manqué puisqu'il est impliqué sur le but de Barcola d'une manière exceptionnelle. Moi, je pense qu'il faut prendre en compte sa position, en fait. C'est-à-dire que dans le débat sur les statistiques, bon, c'est évidemment le point noir de sa saison, il faut qu'il marque beaucoup plus. Mais si on voulait nuancer, faudrait souligner ces positions qui à chaque fois sont assez basses et surtout en fait toutes les différences qui te fait plus bas sur le terrain. Alors bien sûr, l'enjeu ici, ça va être de lui trouver, soit de lui trouver des attaquants qui vont donc concrétiser les différences que lui fait actuellement au milieu de terrain, soit trouver, ou alors on peut faire les deux, des milieux qui font les différences qu'aujourd'hui Dembélé est obligé de faire plus bas sur le terrain parce que nos milieux sont incapables de faire un dribble, de se retourner, de conduire le ballon sur 30-40 mètres. Donc ça, je pense que c'est vraiment à prendre en compte. Il joue quand même assez bas sur le terrain. Je note aussi que c'est vraiment un vrai joueur d'équipe, un vrai joueur de collectif, déjà parce qu'il applique à la lettre les consignes de Luis Enrique. Il a des libertés aussi en matière de placement. Il s'énerve jamais. Il parle pas beaucoup. L'année dernière, on se souvenait, Neymar la gueulante sur Vitinha à Monaco. Là, c'est quand même un match haute pression. Tu fais une mi-temps quand même qui doit être super frustrante pour des joueurs comme Dembélé et Mbappé. Dembélé, ne s'énerve pas, il reste très tranquille, il reste fidèle à son jeu aussi. C'est-à-dire qu'il garde cette confiance en lui, il va continuer à aller provoquer, chercher le 1 contre 1, faire les mêmes gestes et pas s'entêter vraiment à aller chercher à tout prix le dribble spectaculaire ou machin. Donc vraiment, c'est d'une efficacité exceptionnelle. Par contre, je note qu'il s'énerve contre les arbitres. Il s'énerve contre les arbitres parce qu'en première mi-temps, le moment où il fait son tacle pas maîtrisé et l'arbitre siffle faute, là, il tire dans le ballon, il envoie le ballon, tu sais, en tribune, là. Il s'énerve en tirant dans le ballon. Mais ça, il s'énerve souvent sur les arbitres. Et donc, il tire dans le ballon. Normalement, là, ça doit vous rappeler quelque chose. Le match contre Newcastle, où il fait exactement la même chose, il prend un jaune, et au final, il est suspendu face à Dortmund. Donc, attention, Ousmane, si tu pouvais travailler ça, parce que déjà que c'était stupide de ne pas t'avoir à Dortmund sur un geste pareil. Là, il faudrait quand même apprendre, quoi, parce qu'on a l'impression aussi, et de l'autre côté, si on voulait nuancer tous les superlatifs sur Dembélé, c'est un joueur, 26, 27 ans, je crois. T'as l'impression qu'il n'a pas vraiment progressé ces dernières années en matière d'apport statistique et tout ça. Bon, bref. Alors, Barcola. Barcola, j'aimerais m'arrêter d'abord sur quelque chose de léger, la célébration. La célébration. Alors, on a appris que quand il fait ça, là, c'est pour embrasser un tatouage qui est donc ici, un tatouage de sa meuf.
de sa meuf. Donc voilà, on a affaire à un gros lover. Moi, ça me fait rire parce que Dembélé s'est marié il y a 2 ans. Et moi, j'y crois absolument. Hein. Moi, les joueurs qui se marient, je crois absolument à une influence, en fait, de la situation conjugale sur les prestations, sur voilà, ta rigueur tous les jours. Moi, je suis sûr que le fait... Enfin, il y a le dicton qui dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Mais voilà, typiquement, je pense que ça s'applique aux footballeurs et que du coup, son mariage a fait que son hygiène de vie et tout ça s'est amélioré. Bon bref, il y a aussi Skriniar et Asensio, les gars, hein, qui se sont mariés juste après leur signature cet été. Rappelez-vous, les gars, en cette période de dossier Mbappé, j'aimerais juste vous rappeler ça. Les mariages de Skriniar et Asensio, le même jour... que l'interview d'Mbappé à France Football. Et alors là, encore un énorme mensonge qui a été sorti dans la presse, c'est exceptionnel, qui consistait à dire qu'il y avait plein de joueurs de l'effectif, dont 2 recrues, qui avaient appelé Nasser pour se plaindre de l'interview d'Mbappé à France Football. Putain, mais c'est exceptionnel, les gars. On vit avec un club qui nous invente de ces mensonges, qui utilise ses relais médiatiques pour nous faire passer des trucs, mais qui sont gros comme des maisons, comme le nez du visage, et à chaque fois, les supporters tombent dedans. C'est exceptionnel. Mais la responsabilité est pour tout le monde, les gars. La responsabilité pour tout le monde. Le club, parce que c'est évident qu'il y a des manigances de communication qui sont absolument grotesques. Voilà. Alors là, on nous fait passer quand même un club-État soutenu par un fonds souverain qui peut investir n'importe quand, n'importe quel montant, qui serait content de économiser 200 millions. Comme si on en avait quelque chose à foutre sur Mbappé. Mais vraiment. Et même que Mbappé reverse une partie de sa prime à la signature au PSG détenu par le Qatar qui a des réserves illimitées d'argent. Enfin, les gars, on marche sur la tête. De l'autre côté, alors, il y a les supporters, ça c'est à vous de juger. Hein. Moi, je fais un travail pour essayer de débusquer un peu tout ça dans les vidéos. Vous n'êtes pas contents, c'est pas grave. Les supporters, vous croyez ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez tomber là-dedans, pas de problème. Si vous voulez encore plus de Mbappé qui s'affiche avec un maillot 2025 à la prolongation, alors qu'en fait non, c'est 2+1, et qu'un mois après il te fait une lettre pour te dire que la 3e année il va pas la signer, c'est votre problème, les gars, c'est votre problème. Et troisièmement, il y a les journalistes. Il y a les journalistes sur qui il faut quand même aussi tomber, parce que ça c'est exceptionnel, d'être autant complices en fait. C'est limite, on dirait des lobbyistes. On dirait des lobbyistes à la solde du club en fait. Hein. Parce que les gars, le métier de lobbyiste, c'est quoi ? C'est rédiger des papiers de positionnement sur certains sujets qui seront envoyés à des politiques. Là, typiquement, en fait, j'ai l'impression de voir le club rédiger des papiers de positionnement, les donner aux journalistes qui vont ensuite le relayer là au bas peuple. Hein, on va voir comment ça va infuser dans les esprits. Et les journalistes sont vraiment complices de ça. Peut-être aussi pieds et mains liés dans cet échange transactionnel avec le club. Bon, bref. Donc, tout ça pour revenir, on s'est complètement égaré les gars, c'est magistral. Tout ça pour revenir sur le fait qu'on a plein de joueurs qui sont en couple. Les 2 Brésiliens qu'on vient de signer, là, Beraldo, Moscardo, c'est pareil. Si vous regardez leur Insta, tous les jours c'est les stories mi amore avec leur nana, donc c'est super. Pourvu qu'elles restent, hein, toutes ces femmes, qu'elles prennent soin de nos joueurs, hein, et que ça... empathissent sur leur carrière, voilà, que tout se passe bien. Mais ça me fait rire d'être un club de lovers, alors qu'avant, hein, on avait Neymar avec Sabrina, les histoires de tromperie. Mauro Icardi, les gars, Mauro Icardi, enfin, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Même si on a recruté Lucas Hernandez, qui est pas mal aussi là-dedans, hein, parce qu'en avril 2023, sa femme, tout simplement, hein, l'avait dénoncé publiquement de l'avoir trompé. Je sais pas trop s'ils sont ensemble maintenant. Le même Lucas Hernandez, hein, qui, on le rappelle, avait failli risquer de la prison avec sa femme, là, parce qu'ils n'avaient pas respecté une mesure d'éloignement, mais ça remonte. Hein. C'est exceptionnel. Bon les gars, cette vidéo s'est transformée en closer. Revenons sur le match. Donc Barcola. Son match, c'est vrai qu'il est assez compliqué. Moi, j'ai vu aujourd'hui dans la presse Didier Deschamps, alors c'est vrai, il y avait son adjoint en tribune mercredi, a été impressionné donc par Barcola et il y a une réflexion sur le faire venir à l'Euro. Alors les gars, si on parle objectivement, hein, si on veut être un peu objectif, c'est certainement pas le match de mercredi dans le contenu qui va aller dans le sens d'un appel de Barcola à l'Euro. Hein. Moi, ce genre d'infos, j'aurais aimé les voir après son match plein contre Lens, contre Brest. Mais mercredi, il loupe quasiment tout, en fait. Et même sur son but, le contrôle, là, il se l'emmène un peu trop loin. On a l'impression qu'il maîtrise pas vraiment, même si derrière, il se reprend. Et le but est très très beau. Le
le but est le premier des objectifs dans le foot, donc il l'a rempli, donc c'est très bien et ça témoigne d'une super mentalité, mais pour le reste, son match a été compliqué quand même. Pour le reste, son match a été compliqué. Et je note aussi que, alors à un moment donné de la tête, il a une espèce de demi-occasion qu'il ne cadre pas. Selon les sources, il fait 1m86. 1m88. Alors il y en a certaines qui annoncent 1m82, mais je vois quand même un peu plus grand. Je pense que ceux qui disent 1m82, sachant que c'est un joueur en pleine croissance, un jeune joueur, actualiser les données peut-être serait bienvenu. Tout ça pour dire qu'en fait avec lui je ferai un atelier finition, mais aussi un atelier tête. Parce que dans cette équipe, il y a quelque chose à gagner. Quand tu es bon dans les airs, alors, sur les coups de pied arrêtés offensifs, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on manque, notamment nos milieux de terrain ne sont jamais présents pour mettre des têtes, c'est quasi tout le temps nos défenseurs. Notre numéro 9, Mbappé, pareil. Et aussi dans le jeu, c'est-à-dire que face au pressing de la Real Sociedad, pour allonger, il faudrait des gens capables de réceptionner. Et Barcola, dans ce sens-là, je pense que tu peux travailler là-dessus, pour qu'il fasse des espèces de remises, de la tête et tout ça, parce que bon, Mbappé, Dembélé, on va pas se mentir, c'est pas le genre de joueur fait pour ça. Donc voilà, je travaillerai peut-être de la tête avec Barcola. Bon, Mbappé, son but est magnifique, Mbappé. Vraiment, le geste est super beau, je tiens à le souligner. C'est un vrai but de neuf, et ça fait un lien avec le dossier, évidemment, le dossier de son départ. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, il nous saoule comme pas possible pour jouer ailier droit. Donc le PSG lui donne ce poste. Et cet été, on se focalise sur un numéro 9. Osimhen, Harry Kane. Ça, c'était exceptionnel. Quand Nasser faisait les allers-retours à Londres pour aller voir son pote Lévy pour au final pas recruter Harry Kane. Remarque, vu la poisse qu'il est en train de porter au Bayern, qui se dirige vers une saison sans trophée, vu le salaire aussi qu'il prend, parce que le Bayern, la grosse institution qu'on nous dit à chaque fois, machin, il surpaye pas, le salaire de Harry Kane, il est costaud, les gars. Je peux vous dire qu'il mange bien. Il est resté des mois dans un hôtel à plus de 10 000 boules la nuit. Alors, vous me direz, à l'échelle du PSG, c'est pas grand-chose. Les hôtels à 10 000 boules, carrément, c'est le club qui les possède parce que c'est le Qatar qui a le Peninsula, machin, Royal Monceau. Mais voilà. Donc l'été dernier, tu te focalises sur un 9 pour lui faire plaisir. Et donc tu recrutes Gonzalo Ramos, Colomani, pour au final te retrouver avec Mbappé numéro 9 à 6 mois de la fin de son contrat. Lui, qui accepte ce rôle, parce qu'il sait très bien qu'à 6 mois de la fin de son contrat, il peut pas l'ouvrir, il peut pas rentrer en conflit avec son club, il doit soigner sa sortie, donc il ferme sa gueule et il prend le rôle. Et nous, au final, l'été prochain, on n'a toujours pas de numéro 9. On va fixer l'objectif d'un numéro 9. Voilà, ça va repartir. On va recruter le 3e. Normalement, allez, les gars, si tout se passe comme prévu, on va passer la barre des 300 millions dépensés sur le poste de numéro 9 en moins d'un an. Après les 90 sur Colomani, les 65 sur Gonzalo. Là, si on suit les pistes, tu m'excuseras, Osimhen. Alors, il y a Lautaro Martinez, qui est ma piste favorite, qui est sortie hier. Tout ça, c'est 130, 150, on va pas se mentir. C'est gigantesque. Et puis encore, le marché des neufs, au-delà de ça, est quand même assez fermé cette année. Bon, donc voilà. Et pour revenir sur le match de Mbappé, je l'ai trouvé plutôt correct. Alors, il y a certaines phases qui sont mal jouées. Il n'est pas en phase avec le tempo. Il y a des gestes qui sont pas très justes. Mais aussi beaucoup d'appels en profondeur en première mi-temps notamment. Ça, j'ai bien aimé parce que, alors en deuxième, il fait des efforts au pressing et tout ça. Très bien, les efforts défensifs, Mbappé, bravo. Par contre, sans ballon, là où je lui en veux le plus, c'est pas sur les efforts défensifs. C'est sur les appels à vide qu'il ne fait pas quand on a le ballon. Et mercredi, il les a fait. Donc c'est vraiment là où j'aimerais insister. Beaucoup d'appels en profondeur. Pas exploités, bien évidemment, de l'autre côté. Et c'est à mettre à sa décharge. Peut-être que s'il ne fait pas d'appel en profondeur, moins d'appels à vide, c'est parce qu'il a tous les jours à l'entraînement des joueurs qui ne savent pas lancer en profondeur, en fait, qui s'en rendent compte et qu'il ne fait plus les appels. Mais rien que pour tenir la ligne défensive adverse plus basse, écarter les lignes pour laisser plus de temps à nos milieux de terrain, par exemple, j'aimerais qu'il les fasse. Donc il les a fait mercredi, c'est plutôt intéressant. Et donc finissons avec le coaching de Luis Enrique qui a été un peu bizarre. Pourquoi ? Alors, le changement Asensio pour Barcola, il est compréhensible. Déjà, il était prévu avant le but de Barcola, donc logique qu'il se fasse, parce que au-delà de son but, le match de Barcola était quand même assez compliqué. Par contre, positionner Asensio sur le côté droit comme ça, très isolé, c'est pas le mettre dans les meilleures dispositions. On sait très bien que c'est un joueur, lui-même l'a dit la semaine dernière, qui se sent bien dans l'axe. Et donc, tu l'isoles. Donc, premièrement, son entrée est pas ouf pour ça. Ensuite, tu le mets à droite pour faire rebasculer Dembélé à gauche,
parce qu'Amari Traoré commence un peu à être cramé. Or, Dembélé, en fait, il n'est pas très bon quand il est à gauche. Et il sort 10 minutes après pour Kolo Muani. Donc, on peut nuancer ce changement, même si sur le papier, je le valide. Par contre, un que je valide vraiment pas, c'est le Danilo pour Lucas Hernandez. Alors, Danilo, je veux bien qu'il soit vieux, qu'il ait enchaîné ces derniers temps, pardon. Mais Beraldo, les gars, sur nos 6 derniers matchs, donc Orléans, Brest, Strasbourg, Brest, Lille et Real Sociedad, il ne loupe que 10 minutes. Il a 530 minutes de temps de jeu. Alors qu'il y a 2 mois, il était au Brésil, avec un climat complètement différent, des adversaires complètement différents, et qu'il n'a pas vraiment eu de vacances, puisqu'il a géré son transfert, et il a déjà joué à Revel dès le début du mois de janvier, sous des températures négatives, alors qu'il était au Brésil il y a un mois. Ok, je comprends vraiment pas. Là-dessus, Luis Enrique, je lui en veux vraiment. Et j'aimerais juste terminer avec l'entraîneur basque, là, Alguacil, qui a attaqué Amari Traoré en conférence de presse après le match, d'une manière assez violente, j'ai trouvé, parce qu'il dit ouais, si tu sors comme ça, c'est pour aller à l'hôpital et tout ça. Bon, après, c'est logique, hein, il joue le corner à 10, c'est vrai que ça a de l'influence, mais le problème, c'est que sur la séquence, Amari Traoré, donc, il se pète sur un contact avec Mbappé, pile à la 55e, je crois. Il revient en jeu. Mbappé fait un tir qui donc finit en corner, qui sera le corner victorieux. Amari Traoré se met par terre avant qu'on tire le corner. 1 minute 40 de soins sur le terrain, l'arbitre vient le voir, lui dit « Coco, c'est bon, tu sors ». C'est complètement logique d'appeler à sortir le joueur. Mais là où je ne comprends pas trop la sortie de l'entraîneur, c'est que les Basques ont gagné du temps sur la durée du match quand même. En première mi-temps, ils étaient insupportables par moment. Sur les séquences de temps mort, là, rester par terre, les machins, les 6 mètres aussi que le gardien mettait 15 ans à jouer, j'ai l'impression que c'était quand même une consigne de la part de l'entraîneur et de son staff de gagner du temps, justement. Donc, à partir de là, à quel degré tu peux mettre la responsabilité sur Amari Traoré ? Je me pose la question. J'ai trouvé cette sortie un peu offensive. Limite, si j'étais basque, je lui en aurais plus voulu à Traoré sur le deuxième but que le premier. Parce que sur le deuxième, il se fait vraiment prendre de manière bête par Barcola, il défend un peu n'importe comment, et puis sa fin de match, on va pas se mentir, il fait n'importe quoi. Peut-être les effets d'un retour de Cannes un peu trop précipité. Voilà, alors demain les gars, il y a match contre Nantes à 21h. Je pensais que c'était dimanche, donc moi dans mon objectif, j'allais faire un avant-match demain, donc il n'y aura pas d'avant-match. J'espère que Luis Enrique fera tourner. Donc demain 21h, je suis un peu déçu parce que du coup on va se taper Canal+. Le plateau là, j'espère que ce sera pas Antonetti, encore moins Michael Landreau, vraiment, parce que là je n'en peux plus. Hier soir, Canal+ qui fait encore une dinguerie sur le match de Toulouse après Benfica là. Donc ils perdent dans les derniers instants du match, c'est super tendu, et ils demandent à un joueur de Toulouse qu'est-ce qu'il pense du départ d'Mbappé, alors que le mec sort d'un match éprouvant, perdu au niveau européen, mais vraiment, c'est une incompétence incroyable pour revenir sur ces journalistes, mais d'un côté... Bon bref, c'est trop long les gars, c'est trop long. Faudrait que je fasse une vidéo en fait consacrée à tout ça pour vous donner mon avis, parce qu'il y a des sujets quand même très intéressants. C'est une incompétence totale. Bon bref, par contre les gars, on joue demain, donc en réalité on n'aura eu que 2 jours complets pour préparer ce match face à Nantes. Après, on en aura 7 jours complets pour préparer le match face à Rennes. C'est énorme, 7 jours complets, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai hâte de voir combien de repos va donner Luis Enrique à ses joueurs, voilà, parce qu'il serait peut-être temps de se mettre un peu au travail tactique pour travailler des alternatives à ce circuit en U, Marquinhos, Hakimi, Dembélé, qui n'a pas fonctionné mercredi. Et donc, après le match contre Rennes, on aura 4 jours complets pour préparer le déplacement à Monaco, et ensuite 3 jours complets pour préparer donc le déplacement à la Real Sociedad. Donc vraiment, la semaine prochaine, c'est assez inédit d'avoir autant de temps au mois de février. Allez, très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve demain pour le débrief de ce Nantes PSG. Ciao les amis.